plaisir de vous informer sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Consultation régionale à Dakar, l'Afrique de l'Ouest et du Centre défend des stratégies de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Le ministère de l'Éducation nationale avec ses partenaires ont mis en place à Thiès un document cadre qui a pour but d'accroître l'efficacité et l'impact des interventions sur l'accompagnement des enseignants. C'était tout pour les sommaires. Une fois encore, bonsoir et bienvenue sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Comme je vous l'annonçais dans les titres, l'UNICEF, l'OMS, l'UNFPA et ONU Femmes ont organisé une consultation régionale à Dakar ce mardi. Des experts de 24 pays de la région ont participé à cet événement qui a pour but de définir les actions prioritaires en vue de réduire de manière significative la mortalité maternelle et infantile. Selon Sanan Hunton, beaucoup de femmes perdent leur vie actuellement en donnant la vie à chaque minute et beaucoup de nouveau-nés meurent à peine leur naissance, suivant le directeur régional de l'UNFPA. Que le rythme de diminution de la mortalité maternelle est encore insuffisant en Afrique de l'Ouest et du Centre. Malgré plusieurs initiatives qui ont été mises en place, comme le plan ENAP qu'on appelle le Every Newborn Action Plan, ou bien les stratégies pour réduire les décès maternels évitables. Tout cela, aujourd'hui, il y a des efforts certes qui ont été faits, mais il y a encore des défis. Et pour atteindre les objectifs de développement durable de 2030, qui consiste à une réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile, l'UNICEF, le bureau régional de l'UNICEF, en collaboration avec l'UNFPA, l'OMS et les autres partenaires techniques et financiers, ont jugé utile d'organiser ce qu'on appelle une consultation régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur la thématique chaque femme, chaque nouveau-né, partout, mais aussi un appel à la survie de l'action pour améliorer la santé des enfants. Cette conférence régionale a vu la présence de plus de 300 participants venus des 24 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais aussi de Djibouti. Donc c'est une occasion qui permet de faire le point sur les progrès réalisés, d'identifier encore les politiques, les stratégies qui sont mises en œuvre, mais aussi de partager les bonnes pratiques entre pays. Là, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, toutes les stratégies ont été décrites, toutes les stratégies ont été mises en œuvre. Et à 6 ans, il serait bien de faire le point, de faire une analyse objective de la situation, des différentes stratégies qui sont menées, pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, encore une fois, pour accélérer la réduction de cette mortalité maternelle et infantile. Le défi, c'est commun à tous les pays. Vous avez aujourd'hui la problématique du renforcement de santé à travers la disponibilité de personnel qualifié partout, même dans les zones rurales. L'autre aspect, c'est ce qu'on appelle l'équité dans les interventions. Aujourd'hui, il faut cibler les bonnes personnes à qui on doit intervenir. Mais aussi, il y a encore ce qu'on appelle la faiblesse de nos systèmes de santé. Quand on dit faiblesse de nos systèmes de santé, c'est par exemple la rupture des médicaments essentiels, le plateau technique de nos services sanitaires, l'accessibilité géographique. Dans le même siège, lutte contre la mortalité maternelle et infantile, le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, Dr Amadou Dougré, souligne que la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant constitue une priorité pour les gouvernements. Cependant, diverses actions ont été menées, mais force est de constater que le rythme de diminution de la mortalité maternelle est encore insuffisant en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il y a au-delà de l'UNICEF, il y a le UNFPA, il y a l'OMS, il y a Gate Foundation, il y a le fonds Muskoka. Il y a beaucoup de partenaires qui sont mobilisés et évidemment les gouvernements aussi sont très mobilisés autour de ça. Des ressources domestiques devront être mobilisées, des ressources étrangères également. Et tout ça mis ensemble, si on travaille un peu plus ensemble, si les réponses sont beaucoup plus multisectorielles, c'est sûr que nous aurons des résultats. En tout cas, on va avancer substantiellement d'ici 2030.
Effectivement, comme vous venez de le dire, beaucoup de femmes meurent encore en donnant la vie. Nous avons chaque 4 minutes dans cette région une femme qui meurt en donnant la vie. Beaucoup de nouveau-nés meurent à peine à leur naissance. Nous avons chaque 17 secondes un nouveau-né qui meurt dans cette région. Alors d'abord, je voudrais dire qu'il faut remercier les gouvernements de la région parce que malgré les multiples crises, crise humanitaire, crise économique et financière, c'est encore une priorité pour nos gouvernements dans la sous-région d'investir pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie et pour qu'il n'y ait pas de nouveau-nés qui meurent. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? D'abord, mobiliser toujours les gouvernants et les partenaires au développement pour que des investissements puissent se poursuivre dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile. Deuxièmement, c'est qu'il faudrait avoir des soins de qualité au niveau de nos structures et surtout un personnel de qualifié qui puisse assister les mères, assister les nouveau-nés pour qu'elles ne perdent pas la vie. Et enfin, au niveau de nos communautés, mobiliser l'ensemble des forces sociales, l'ensemble des leaders communautaires pour que l'élimination des décès maternels et des décès de nouveau-nés soit une priorité. Effectivement, quelles que soient les zones de conflit, vous savez, les grossesses ne s'arrêtent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut nous adapter à ces situations. Le Fonds des Nations Unies pour la population développe des initiatives innovantes, ce que nous appelons par exemple les sages-femmes humanitaires. Ce sont des personnels qualifiés, mais qui sont déployés comme des humanitaires sur ces différents fronts, que ce soit dans les camps de déplacés, que ce soit dans les sites où se passent ces guerres, que ce soit lors d'autres crises comme les inondations, etc. Deuxièmement, nous nous assurons qu'il y a des intrants. Vous savez, vous pouvez avoir le meilleur personnel qualifié s'il n'y a pas d'équipement, s'il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas d'action efficace. Et donc nous nous assurons que dans ces zones, nous avons ce que nous appelons les kits du... Éducation, dans ce journal, un atelier pour l'élaboration du document cadre au profit des inspecteurs de l'éducation et de la formation s'est ouvert ce mardi à Thiès. Il s'agit d'une nouvelle démarche visant à produire un second document à la suite de l'élaboration d'un guide d'accompagnement de l'évolution de la fonction d'inspection permettant la mise en synergie des différents corps inspecteurs. A souligné que cette démarche a été engagée par le ministère de l'Éducation nationale avec ses partenaires. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour travailler sur la seconde phase d'un dossier extrêmement important sur la mise en synergie des familles d'inspecteurs. Quand nous parlons de mise en synergie des familles d'inspecteurs, il faut comprendre que nous avons donc les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation, les inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire, les inspecteurs de spécialité de l'enseignement technique, les inspecteurs de l'enseignement élémentaire, accompagnés également par les formateurs qui sont dans les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Et tous ces acteurs réunis autour d'un dossier extrêmement important portant sur comment accompagner un enseignant. C'est le levier essentiel pour atteindre l'élève, ça c'est connu. Nous sommes en train de travailler sur ce dossier, sur comment accompagner une cellule, c'est-à-dire un regroupement d'enseignants, mais de manière beaucoup plus cruciale, comment accompagner globalement un établissement qui est une micro-société où on trouve pratiquement toutes les familles d'acteurs. Et nous sommes en train de faire ce travail parce que nous savons tous que quand on pense inspection, on est sur un contrôle strict au sens où c'est, disons, une métaphore, le gendarme qui est là. Mais avec ce dossier, nous sommes toujours sur les missions régaliennes de l'inspecteur, mais au sens où nous voulons une inflexion vers beaucoup plus d'accompagnement. Accompagner au sens où nous voulons rassurer l'enseignant, rassurer donc les chefs d'établissement, rassurer par conséquent les apprenants
créer un climat propice aux enseignements apprentissages pour le bien-être de tout un chacun. Et c'est ça qui sera la condition sine qua non si nous voulons mettre en place un véritable dispositif de pilotage pédagogique au plan national. Il est ressorti tout à l'heure dans la salle que 50% des élèves sont laissés en rade. Selon vous, quelles en sont les causes? Bon, de manière lapidaire, nous disons 50%. Il y a des nuances à l'intérieur et ça cache beaucoup de disparités. Mais globalement, ce que nous pouvons dire, c'est que nous ne sommes pas encore satisfaits des résultats que nous obtenons. Chaque fois qu'un enfant échoue, ça doit interpeller toutes les consciences. Et donc, si nous parlons de 50%, de 30%, de 20%, de 10%, pour nous, il y a toujours des défis à relever et c'est ça qui est le plus important. Et avec ce dossier, nous aurons au minimum 1500 profils d'experts autour donc de la réduction de la vulnérabilité globalement dans toutes ces... Direction la Guinée, ce mardi s'est tenue la cérémonie d'ouverture du groupe thématique JAR pour l'égalité. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'égalité entre hommes et femmes conçue pour accélérer les progrès vers l'égalité des sexes et coordonner les efforts des parties prenantes en faveur de l'autonomisation des femmes pour le système des Nations Unies en Guinée. Quelques jours seulement après le constat du décès tragique de la petite Aïcha Ba, une petite fille de 8 ans, élève de 4e année, victime d'une agression sexuelle, qui a conduit à sa mort dans son école, à Kakbelen, je vous invite à observer une minute de silence en son hommage et à celui de toutes les victimes. Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux autorités guinéennes pour leur engagement indéfectible en faveur de la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes. La réunion d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre essentiel du groupe thématique genre, un mécanisme clé conçu pour accélérer les progrès vers l'égalité des sexes et coordonner les efforts des parties prenantes en faveur de l'autonomisation des femmes. Pour le système des Nations Unies en Guinée, ce groupe est le fruit d'une volonté collective du gouvernement guinéen et de ses partenaires de mettre en œuvre les réformes pour garantir que personne ne soit laissé pour compte. En effet, malgré les efforts significatifs enregistrés, les défis liés à l'égalité des sexes en Guinée restent nombreux et complexes. Les violences basées sur le genre continuent de toucher une proportion alarmante de femmes. 95% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales. Et près de 46,4% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Sur le plan politique, les femmes demeurent sous-représentées. Elles constituent seulement 22% du gouvernement et aucune femme ne figure parmi les préfets du pays. Enfin, la fracture numérique, le manque d'accès aux technologies et au financement privent de nombreuses femmes et filles des opportunités nécessaires pour s'épanouir pleinement dans une économie et un monde de plus en plus connectés. Ces données illustrent l'urgence de notre engagement. L'égalité des sexes n'est pas qu'une question de justice sociale. C'est aussi un impératif pour le développement durable et la stabilité de nos sociétés. Dans ce cadre, le groupe thématique genre joue un rôle stratégique dans la coordination des efforts pour l'égalité des sexes, en permettant de rechercher un consensus sur les priorités nationales en matière d'égalité et d'autonomisation, d'intégrer la perspective genre dans tous les plans de développement nationaux et de mobiliser les partenaires nationaux et internationaux autour d'actions concrètes. Pour maximiser son impact, nous devons répondre à certains défis. Le financement, pour ne pas limiter nos actions, la participation de ressources humaines qualifiées avec un pouvoir décisionnel suffisant, le renforcement de son positionnement institutionnel pour qu'il soit pleinement intégré au mécanisme de coordination pour le développement à l'image du programme Simandou 2040. La tenue de la réunion d'aujourd'hui est de nature à contribuer à surmonter ces défis et aligner nos obstacles autour d'une vision commune. Face à ces défis, le système des Nations Unies en Guinée propose plusieurs axes d'action prioritaires. Premièrement, renforcer les capacités institutionnelles du groupe thématique genre en soutenant la création et l'opérationnalisation d'antennes régionales pour une coordination décentralisée et plus efficace. Contribuer à la formation et à l'accompagnement des points focaux du groupe thématique pour garantir une expertise de haut niveau et une prise de décision éclairée.
contribuer à la promotion de l'autonomisation économique des femmes, en appuyant la digitalisation des activités économiques des femmes, notamment au milieu rural, pour améliorer leur accès au marché et au financement, et en lançant des programmes de microfinance adaptés aux besoins spécifiques des femmes non lettrées. Amplifier la lutte contre les violences basées sur le genre, en mettant en place un code national de conduite pour lutter contre les violences et garantir un espace numérique sûr pour les femmes. Soutenir et renforcer les mécanismes d'appui juridique et psychologique. Toujours en Guinée, Dr Fodé Cissé, ancien directeur général CNPS, a présenté ce mardi son mouvement politique à la presse. Il s'agit du MPP, Mouvement pour le Progrès. Selon lui, pendant plus de 40 ans, le chemin que le pays a suivi n'était pas bon au regard de l'analyse et de la crise qu'ils ont faite, suivant le président du Mouvement pour le Progrès. Nous sommes un mouvement politique convaincu que pendant plus de 40 ans, la direction ou le chemin que notre pays a suivi n'était pas le bon chemin au regard de l'analyse de la crise que nous avons faite, et que cette crise soit une crise multidimensionnelle qui réside d'abord premièrement dans nos mémoires, nos mémoires collectives, nos souvenirs qu'on a en commun, et très malheureusement, pour la plupart de ces souvenirs, ils sont mauvais. Et ces mauvais souvenirs qu'on a hérités de notre histoire politique qui a été très agitée. Et ces souvenirs sombres ont divisé les familles, ont éloigné les communautés les unes des autres et ont créé un état d'esprit de repli identitaire et se sont exprimés comme étant l'idéologie dominante dans notre société, et qui a affecté très malheureusement notre système politique et notre système de gestion du pouvoir. Et pour nous, cela est inadmissible. Et ce qui est à l'origine de plus de 40 ans de stagnation, de blocage politique, d'incompréhension, de haine. Et nous avons estimé aujourd'hui, à l'analyse aussi de cette crise, que cette crise est dans la mal-observance de la laïcité, qui aujourd'hui, on se dit qu'on est un pays laïque multiconfessionnel, mais il y a une intolérance entre les communautés religieuses. Aujourd'hui, il a été constaté que même quand tu veux avoir un bâtiment aujourd'hui, tu es questionné, tu veux louer un bâtiment, tu es questionné sur ta religion, tu es questionné sur ton appartenance ethnique, chose qui est inadmissible dans une république. Nous avons également faire l'observation de cette crise, elle est dans le non-respect de nos lois, les lois de la République, surtout nos lois fondamentales, qui généralement sont violées sur la base des petites combines communautaires, de manipulation communautaire, sous prétexte qu'il faut laisser le président de la République achever son mandat ou terminer son travail. Vous l'avez vécu avec nous pendant les 30 dernières années. La crise est à ce niveau également. Et la crise également est au niveau de la mauvaise organisation de l'État. Parce que les cadres qui doivent animer l'État, qui doivent définir nos politiques publiques, qui doivent faire la mise en œuvre de nos politiques publiques, ces cadres-là sont choisis sur quelle base? Sur les bases partisanes. La compétence n'est pas questionnée. Est-ce qu'il est de nous? Est-ce qu'il est dans notre esprit? Quand vous choisissez des cadres sur cette base, au niveau de l'État, ça devient un État partisan. Un État où l'efficacité des politiques publiques n'est plus recherchée. Ça devient un État qui devient un outil de propagande politique, de gabegie, de détournement, d'enrichissement illégal. Et au bout de tout ça, c'est le sous-développement. Au Mali, ce lundi, le chef d'état-major des armées a annoncé dans un communiqué la neutralisation d'un groupe armé terroriste dans la région de Bandiagara, dans le centre du Mali. Ce groupe terroriste responsable des violentes attaques contre plusieurs villages et communes locales était impliqué dans des enlèvements d'animaux, des intimidations de population et des attentats ciblant des villages de Til, Songo, Korikori, entre autres.
En Ouganda, Winnie Byangima, directrice de l'ONU-SIDA, demandait sur X au gouvernement de libérer immédiatement son mari, ancien proche devenu opposant au président Yoweri qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1986. Cependant, le gouvernement ougandais a annoncé ce mercredi enquêter sur la situation de l'opposant historique Kiza. Actualité internationale en Haïti, la police et des habitants de Port-au-Prince ont tué ce mardi 28 membres de gang à Pétionville, une commune aisée dans la banlieue et clan le centre de la capitale haïtienne depuis la semaine passée. Port-au-Prince fait face à une nouvelle flambée de violence provoquée par l'alliance des gangs baptisée Vive. C'est avec cet élément sur l'Haïti que nous bouclons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek. La culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme sur la télévision Tamashek. La culture au cœur de l'Afrique.